Et bonjour à tous, on est bien content d'être avec vous ce matin, il est 9h50. Merci de nous recevoir chez vous. Vous avez bien fait parce que dans un instant, on va parler sur ce plateau avec Marilène Gauvin des bienfaits de la lecture. Ça nous concerne tous, adultes, enfants, seniors. La lecture est un truc universel qui permet de nous retrouver, de nous recentrer et de nous faire du bien. On en parlera avec donc Marilène sur ce plateau. Ensuite, on parlera, si vous êtes trop ému parce que vous lisez, des kilos émotionnels. Quand on est un peu ému, qu'on est un petit peu, on est un petit peu sensible, qu'on est un petit peu sujet à notre humeur, on a tendance à aller se venger dans le frigo et ça, c'est pas bon pour la ligne, évidemment. On en parlera du coup avec Marie, qui sera aussi sur ce plateau, bien sûr. Et puis on terminera avec de la danse du dimanche, le fameux thé dansant du dimanche après-midi, avec un petit couple de danseurs qu'on vous a déniché dans les Jandéo. Vous allez voir à la fin de cette émission, ça donne envie d'y aller directement et d'être senior pour pouvoir danser au son de l'accordéon. Vous verrez ça à la fin de cette émission. La caméra extérieure, aujourd'hui, on va rejoindre Manu sous un soleil naissant du côté de Berlaymont. Manu, bonjour, vous êtes dans une factory, un endroit où on fabrique des orgues, tout simplement. On appelle ça un facteur d'orgue. Voilà, c'est ça Thibaut, bonjour à tous. On est chez Daniel Decavel. Alors, il est installé ici depuis 1989, après 10 ans de formation. Ça fait 30 ans donc qu'il fabrique, restaure et met en place des orgues. On va aller voir dans son atelier. Bonjour messieurs, alors je vous présente Alix qui est à ma gauche, il est salarié de Daniel qui est à droite. Bonjour messieurs, merci de nous accueillir. On vous présente leur métier tout au long de 9h50 le matin. Eh bien, à tout de suite, au show. Manu, on se retrouve dans quelques minutes. Un petit coup d'œil sur la météo de ce mercredi après-midi. Quel temps fait-il chez nous dans les Hauts-de-France de manière générale? Vous allez le voir, c'est du soleil sur l'ensemble de la région. Vous le voyez, un soleil encore plus dominant dans le nord des Hauts-de-France, avec des températures, par contre, alors là, glagla. Elle nous l'avait annoncé, Anso. En même temps, c'est pas une surprise, ça va chuter jusqu'à ce vendredi. Les maximales, donc, aujourd'hui, iront jusqu'à 2 degrés à Chantilly, 3 à Compiègne, 4 à Saint-Omer et 6 pour le maximum à Boulogne-sur-Mer aujourd'hui. Voilà, ce matin, il faisait vraiment très froid et ça devrait s'installer durablement maintenant dans la région, a priori. N'est-ce pas, Anso? Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va Thibaut, le froid s'installe dans la région a priori jusque samedi matin. Hein. Vous voulez que je vous donne encore plus froid? Est-ce qu'on aura de la neige à Noël? Le problème, c'est que ça remonte samedi après-midi et il semblerait qu'on bascule dans un classique flux d'ouest avec un défilé de perturbations pour la semaine prochaine. Donc nous verrons bien. Ouais. Mais regardez, samedi matin, on attend -6 à -2 dans la région. En revanche, samedi après-midi, 6 à 10. Vendredi après-midi, quand vous ferez la météo vendredi matin dans 9h50, eh bien normalement, vous devriez annoncer des maximales, à l'heure qu'il est, comprises entre -1 et +2. Donc, vous voyez, ça seront bel et bien les maximales, puisque les minimales seront de -5 à 0. Ah oui. Donc, oui, le froid s'installe, mais on ne va pas se plaindre, au moins le temps est sec. Voilà, ça fait du bien. Il faut un peu gratter le pare-brise le matin pour venir bosser, faire attention lorsqu'on vient travailler en vélo à ne pas glisser. Mais voilà, c'est une petite période de froid. Et puis aussi, par la même occasion, malheureusement, avec les conditions anticycloniques, un peu de pollution dans l'atmosphère. Donc on nous recommande à pas mal d'endroits de la région de lever le pied, de baisser la vitesse de 20 km/h. Alors certes, ça n'est qu'une recommandation, mais le faire, c'est bien pour tout le monde. Ça serait dû, paraît-il, justement au froid, puisqu'on a tous un peu poussé notre chauffage. Donc voilà, lever le pied sur les axes routiers. Bon, les photos sont là en tout cas. On y va pour un jeu de photos? Oui, ça, ne levez pas le pied, surtout pas pour les photos. Allez, direction l'Oise tout de suite. Et c'est Pierre qui nous a envoyé ce petit mail à 9h50hdf@francetv.fr. Vous apercevez le Père Noël, de jolies peluches, une petite demoiselle avec un pull de Noël et le maire de Tiverny. Odile, non, ça c'est Daniel, pardon. Daniel, ce sont des petites guirlandes qui sont sur sa façade. Voilà, Daniel est dans l'esprit de Noël, comme beaucoup d'entre nous. La preuve, Odile, qui a été du côté de Saint-Quentin, le marché de Noël cher à notre ami village de Noël. Et le village de Noël cher à notre ami. Je vous parlerai de la capitale de Noël tout à l'heure, vous allez voir, parce qu'elle est dans les Hauts-de-France, la capitale de Noël. Et donc, Odile a profité, malgré le temps qui n'était pas tété, de faire quelques petites photos pour la magie de Noël de Saint-Quentin. Donc voilà, regardez, quelques petites photos sympathiques. Et puis, puisqu'on est dans l'ambiance des marchés de Noël,
Noël. Évidemment, notre cœur ce matin est du côté de Strasbourg avec tout ce qui s'est passé hier soir. C'est une ambiance un petit peu particulière, mais il faut continuer à montrer ces marchés, en tout cas, et à les défendre. Justement, si vous avez de votre côté des témoignages, des souvenirs, des bons moments, peut-être des moins bons moments, des critiques ou ce que vous voulez, on fait une dernière émission le 21 décembre de cette année, une émission best-of, on va l'appeler comme ça, une émission de souvenirs. Donc si vous avez des témoignages que vous voulez nous faire parvenir de bons ou de mauvais souvenirs de l'émission, si on espère qu'ils sont bons, ce sera mieux, vous pouvez témoigner sur 9h50hdf@francetv.fr ou via Facebook en allant sur la page de France 3 Picardie et vous allez dans la petite rubrique « Envoyer un message » pour envoyer une vidéo. Comme ça, on vous passe à l'antenne et on essaie de retrouver les extraits et les moments qui vous ont marqué dans cette émission pour qu'on puisse faire ensemble la fête pour cette dernière émission de l'année 2018. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas à y participer. Merci beaucoup Anne-Sophie en tout cas. On se retrouve dans un instant, elle ne bouge pas, elle reste là. Nous on file retrouver Manu, on est en train de fabriquer des orgues avec lui ce matin. Ouais. Et ça se passe à Berlaymont, précisément dans le Nord, Manu, avec cette fabrication d'orgues en direct derrière vous, tout simplement. Voilà, on est chez Daniel Decavel, qui est facteur d'orgue, vous le disiez Thibaut, à Berlaymont. Alors, bonjour Daniel. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous travaillez sur des tuyaux, c'est ça? Voilà, bon, c'est un petit travail. On entretient un orgue ici dans la région à Aumont. Oui. Et lors de notre dernier travail, il y avait une dizaine de tuyaux qui étaient vraiment en très mauvais état. Donc là, c'est un petit travail de remise en état, de réadaptation. En plus, il manque dans la série quelques tuyaux que on va recompléter. Alors c'est quoi le problème sur les tuyaux? Ils étaient relativement affaissés. On voit par exemple au niveau de la bouche ici qu'il y a des déchirures qu'il va falloir ressouder. Donc là, je fais un travail préparatoire. Je suis en train d'essayer de réassortir. Et ensuite, avec d'autres tuyaux, je vais essayer de compléter la série. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Et pourquoi vous avez choisi ce métier-là? J'ai choisi ce métier-là par amour déjà de la musique, puisque je suis mélomane, j'étais musicien, et puis ensuite par attrait de tout ce qui est technique. Et c'est un métier très varié où on travaille énormément de technologie, ce qui me convient tout à fait, puisque je ne suis pas quelqu'un qui aime faire tout le temps la même chose. Et dans notre métier, on est toujours en train de faire des choses différentes. Il y a eu un élément... On bouge beaucoup. Oui, pardon. Oui. Il y a eu un élément déclencheur, je pensais, votre père était maire de Berlaymont. Voilà, et à un moment s'est posé le problème de la restauration de l'orgue de Berlaymont. Et comme il habitait à côté déjà à l'époque pour des questions de coûts, les facteurs d'orgue logeaient chez les parents. Donc j'ai pu à l'époque découvrir leur métier, puisque le soir on mangeait avec eux, ils étaient à la maison. Donc ça m'a permis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert le métier. Vous êtes formé comment ? Par l'apprentissage, puisque c'est la voie pour le... Donc je suis d'abord parti 5 ans chez un facteur d'orgue, Jacques Petit-Falaise, qui était dans les Ardennes, du côté de Signy-l'Abbaye, au-dessus d'Hirson, là-bas. Donc j'ai fait l'apprentissage chez lui, j'ai passé le CAP de facteur d'orgue chez lui. Ensuite, pour compléter ma formation, je suis parti 5 ans en Alsace. On va aller voir en même temps là sur la maquette. Guerrier, oui. Où je suis resté donc 5 ans chez lui pour parfaire ma formation. Et ensuite, je me suis installé en 1990 ici à Berlaymont. Alors, comment ça fonctionne un orgue? Montrez-nous, vous avez réalisé une miniature, c'est à destination des scolaires que vous accueillez de temps en temps ici. C'est une destination pédagogique, des scolaires qui viennent ici ou quelquefois on emmène la maquette sur des chantiers lors d'inauguration ou de concerts, ce qui permet un petit peu, parce que c'est un instrument un peu mystérieux et peu de gens peuvent accéder à l'intérieur de l'instrument. Allez-y, on va montrer un petit peu là. Oui. Donc, ce que j'explique, je vais un petit peu le faire comme je le fais avec les enfants. Oui, très bien. D'abord, l'orgue est un instrument à vent, au même titre que la trompette, les flûtes, les clarinettes. Et c'est aussi un instrument à clavier. Mais il a en commun avec le piano que le clavier, puisque le piano est un instrument à cordes. Ici, on est bien dans un instrument à vent. Donc, qui dit instrument à vent, dit soufflerie. Donc la première partie, c'est d'avoir une énergie en air. Donc ici, un petit ventilateur, ils sont plus gros sur les instruments. Quand on met en route, la première chose pour jouer de l'orgue, c'est de mettre le ventilateur en route. Quand on met le ventilateur en route, on envoie de l'air dans un réservoir avec un système de régulation
qui nous permet d'avoir une pression constante à débit variable. Parce que la pression doit être constante, les tuyaux étant accordés à une pression définie. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'air pour que... il ne faut pas qu'il y ait des sauts dans la pression, il ne faut pas que la pression augmente. Donc il faut une pression constante. Mais le débit est forcément variable, puisqu'en fonction du jeu de l'organisme, du nombre de jeux qu'il va tirer, on va consommer plus ou moins d'air. D'accord, très bien. Donc le débit va être variable. La dernière étape, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, alors, dites-moi un peu ce qui se passe ensuite. Le vent arrive dans cette pièce maîtresse qui est le sommier. Le sommier va recevoir, donc on a vu le vent sous pression, il est hermétiquement fermé. Dans ce sommier, il y a des petites soupapes garnies de peaux qui sont activées par le clavier. Le clavier envoie de l'air dans des gravures. Et pour que l'orgue fonctionne, vous voyez, il y a un système de barrage pour mettre en concordance des trous qui va permettre... voilà. Très bien. Donc on l'a compris, hein, ça fait appel à la fois à la menuiserie, on travaille le métal, on travaille aussi maintenant un peu l'électronique. Pour certaines commandes, on a des systèmes électriques qui sont pilotés par des systèmes électroniques, donc on travaille aussi l'électronique. Ouais. Merci beaucoup Daniel. Voilà. Tout à l'heure Thibaut, on va assister à une réparation d'un orgue positif, ce qu'on appelle positif, c'est-à-dire qu'on peut le poser. C'est un orgue de démonstration que Daniel le loue. Voilà, je vous dis à tout de suite. À tout de suite Manu, merci beaucoup. Soyez les bienvenus ici, on est en direct évidemment pour 9h50. Dans un instant, on parle des bienfaits de la lecture chez les enfants, mais pas que chez les enfants, chez les adultes aussi, parce que ça commence dès l'enfance, mais ça dure jusqu'à la fin évidemment, ce goût de la lecture. Ensuite, on parlera des kilos émotionnels aussi. Là, c'est dans le désordre, mais c'est pas grave, hein. On va commencer par la lecture et ensuite on parlera des kilos émotionnels en matière de poids et d'alimentation bien sûr, et puis on terminera avec des danseurs en tirage, vous allez voir, qui sont en pleine forme, un petit couple adorable qu'on a rencontré dans les Gens des Hauts et qui vont tous les dimanches, comme plein d'autres personnes, danser au son de l'accordéon. Ça se passe à côté de Guise, vous verrez ça à la fin de cette émission. Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut. Allez, on va dédicacer cette chronique à un grand malade qui nous regarde aujourd'hui. Il s'appelle Christian, c'est le jeune marié qui a des petits problèmes de hanche et qui fait qu'on est obligé un petit peu de chambouler cette émission parce que vous allez aller le dorloter juste après. Tout à fait. Donc Christian, tu nous regardes, voilà, de ton lit de chambre, on espère que ça va. Et Marilène, on va parler de la lecture ensemble. Oui. La lecture que Christian doit faire du coup pour passer le temps. La lecture, c'est quelque chose de primordial chez les enfants. C'est là que tout commence. Oui. Cette lecture-là permet de structurer un petit peu l'autonomisation, l'autonomie de l'enfant. Voilà. Tout à fait, Thibaut. On invente des mots ici. On invente des mots. Effectivement, c'est jolie l'image. Effectivement, c'est à partir de la 6e année que l'enfant rentre dans la lecture. Et c'est vraiment quelque chose de primordial au niveau du développement de l'enfant. Et au-delà de savoir déchiffrer les lettres et les mots, pour pouvoir après savoir comprendre dans la vie, il y a ces bienfaits de la lecture, c'est-à-dire la notion du plaisir. Et c'est quelque chose d'important et qu'on doit cultiver les bienfaits de la lecture tout à fait chez le tout petit, c'est-à-dire vraiment chez le tout petit, ce plaisir d'apporter de la lecture à travers les livres, le fait de toucher le livre, de lui montrer effectivement comment on utilise un livre. Alors, les bienfaits, ça apporte... C'est le réconfort d'abord en premier. Tout à fait. Alors, chez le tout petit, mais aussi chez le plus grand, c'est-à-dire qu'on peut perdurer ça, si vous voulez, jusque vraiment le primaire, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est une étape, notamment le soir. C'est la transition entre la journée et la fin de la journée et rentrer dans la phase de sommeil. C'est un moment privilégié avec le parent qui va lire et qui va apporter du réconfort, ça va le rassurer. Ça va apporter une proximité affective et qui a quelque chose de très important dans le lien de l'attachement. C'est vraiment quelque chose d'important, ce temps de la lecture le soir qui va réconforter l'enfant. Alors la lecture du plus jeune âge, c'est juste le rapport avec le livre, avec les couleurs, les images, les dessins. On n'est pas dans la notion de lecture véritablement, mais plus de moments partagés avec ce vecteur commun qu'est le livre en fait, entre les parents, l'enfant et le livre. Tout à fait. Alors chez le tout petit, bien évidemment, on n'est pas du tout dans cette notion du déchiffrage. Ce n'est qu'à partir du moment où l'enfant va avoir accès à la fluidité de la lecture, c'est-à-dire que lui-même, il va pouvoir déchiffrer, où il va participer d'ailleurs avec l'adulte avec qui il va lire. Mais chez le tout petit, c'est éveiller sa curiosité intellectuelle. C'est-à-dire que chez les tout petits, là par exemple, vous voyez, il a à peu près, je pense, 2 ans sur l'image.
certainement que son entourage familial l'a déjà initié au livre, au toucher du livre. Il est attiré par les couleurs, il est attiré par les formes. Bien évidemment que le but premier, si vous voulez, chez les tout-petits, c'est de les amener, si vous voulez, dans cet éveil du livre, si vous voulez, autour de la forme. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on a quand même tout un panel de livres adaptés en fonction de l'âge de l'enfant. Chez les tout-petits, vous avez les livres en tissu. Vous avez des livres aussi, vous savez, avec des sensations. Où c'est doux, où ça pique. Il y a même des livres où on peut sentir l'odeur. Donc tout ça, ça a quand même son intérêt. C'est vraiment les bienfaits de la lecture. C'est de l'éveiller au sens, à ses sens. C'est ça. Et c'est ça qui est important. Alors quand on grandit, on voit cette photo-là qui en dit long, parce que quand on grandit, le livre peut aussi basculer du mauvais côté, c'est-à-dire synonyme d'ennui, synonyme de contrainte et synonyme de pas forcément de plaisir. C'est ce que résume un petit peu cette photo-là. Alors, à quoi c'est dû et comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ça ne se transforme pas comme ça? Aujourd'hui, la difficulté quand même par rapport, si vous voulez, à l'accès aux livres, aux lectures, c'est qu'on est dans l'ère du numérique. Probablement, je vous proposerai une émission sur justement, est-ce que le numérique vient contredire la lecture? On voit aussi que d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes aujourd'hui d'acquisition de la lecture. Quand on voit cette image-là, c'est vrai que cette image-là, elle est associée certainement à la scolarité et aux difficultés que l'enfant peut avoir justement, et qui plus est dans l'acquisition de la lecture et la fluidité et la compréhension de la lecture. Parce que c'est souvent lié à la contrainte. Voilà, d'où l'intérêt, si vous voulez, de commencer relativement tôt et de montrer que dans la lecture, il y a des bienfaits, il y a du plaisir surtout. Alors comme quoi, par exemple? Par exemple, comprendre qu'à travers les livres, on peut apprendre des nouvelles choses. À travers les livres, il y a tout de même de l'enseignement. Et que grâce aux livres, grâce à ce qui est écrit dans les livres, on va pouvoir découvrir des domaines que jusqu'à présent on ne connaissait pas. Et je pense que l'adulte a vraiment un rôle primordial à travers justement le fait de lire, de prendre le temps de lire avec les enfants. Là, vous voyez, l'image est quand même beaucoup plus positive. On voit des enfants qui ont l'air de s'amuser avec les livres. Et justement, avec les livres, c'est aussi jouer. Ce qui peut être important aussi à travers les bienfaits de la lecture, c'est de mettre des mots sur des émotions. D'où l'intérêt aussi, quand on est adulte, si vous voulez, de mettre le ton quand on lit un livre chez les tout-petits, mais même chez l'enfant de 8 ans, 2 ans, et les expressions du visage, parce que ça aide l'enfant à comprendre aussi le sens des mots. La tristesse, le chagrin, la colère, et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Ça nécessite aussi un besoin de se projeter, parce que lire un livre, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui sont capables de lire un livre en marchant dans la rue, d'autres avec du bruit autour d'eux dans un restaurant, et d'autres, au contraire, il leur faut du calme, du silence. C'est des moments privilégiés. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous égaux face à la lecture? Parce qu'on n'est pas tous égaux sur plein de choses, en fait. Dès le départ, on pense qu'on est tous égaux, ce qui est un leurre complet. Je pense que l'apprentissage est déjà dès la petite enfance, si vous voulez. C'est la façon dont l'adulte, si vous voulez, va montrer comment on peut prendre plaisir avec un livre. Notamment, si l'adulte va montrer qu'effectivement, on va privilégier un temps, on va s'asseoir, on va se calmer et on va prendre le plaisir de lire, si vous voulez, l'enfant sera probablement dans la continuité. Moi, j'ai des enfants dans mon cabinet qui adorent la lecture et qui ont cette capacité, si vous voulez, de s'asseoir plus d'1 heure, je pense à des enfants de 8-9 ans, et de lire et de découvrir. Et d'ailleurs, ils le disent avec le plaisir de découvrir un nouveau vocabulaire également. Ah oui, et puis ce besoin aussi de s'évader dans l'imagination. C'est valable pour les enfants ou pour les adultes. Ce besoin de se projeter. Souvent, quand on commence un livre, on est happé par le livre ou pas, parce qu'on arrive à se projeter justement ou pas. C'est là l'intérêt aussi ça se travaille finalement. Ça se travaille. L'intérêt de la lecture, c'est effectivement l'imagination et la créativité. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous et moi, on pourrait lire le même livre en tant qu'adulte. Et lorsqu'on va évoquer ce qu'on a ressenti à travers la lecture, il y aura des différences. On aura certainement des points communs, mais votre imagination et mon imagination est différente. Donc, automatiquement, si vous voulez, on pourra échanger parce qu'on n'aura pas vu les choses de la même façon. En ayant lu la même chose, on n'aura pas vu les choses de la même façon. D'où l'intérêt, si vous voulez, de montrer qu'effectivement, cette lecture, il y a vraiment de bienfaits et que chez l'enfant,
Et ça, j'insiste par rapport au numérique. Non pas que je suis contre le numérique, mais il ne faut pas oublier que la lecture est une étape primordiale dans le développement de l'enfant, et notamment tout ce qui concerne l'imagination et la créativité chez l'enfant. Très bien, merci beaucoup. C'est comme un texto finalement. Un texto, il y a plusieurs façons de l'interpréter selon la lecture. Et puis c'est surtout que le texto, d'un point de vue émotionnel, si vous voulez, il y a beaucoup de choses à dire. Exact. Voilà, oui, ça c'est une chronique très intéressante à préparer à ce sujet. Merci beaucoup Marilène. Anso, quelques réactions peut-être? Oui, mais la première, regardez, mettez à l'antenne la petite photo que j'ai préparée. C'est Cécile qui est nounou et qui nous regarde très, très souvent et qui nous dit, chez nous, la lecture, c'est dès le plus jeune âge et les loulous adorent, voyez, les séances de bébés lecteurs délocalisés. Il y a Fabienne qui nous a envoyé ce petit mail qui dit, moi, j'avais trouvé cette phrase sur le web et elle trouve qu'elle résume tout par rapport au livre. Alors, je cite, « Un adulte va lire pour se distraire, un enfant va lire pour se construire ». Elle explique que dès le plus jeune âge, elle allait avec ses enfants qui ont aujourd'hui 17, 16 et 12 ans à la bibliothèque. À partir de 9 mois, elle les emmenait à la bibliothèque. Ils choisissaient un livre, certainement, comme vous l'avez dit, Marilène, pour les couleurs. Ou voilà. Elle dit, et maintenant, quand on leur demande ce qu'ils désirent pour Noël, pour leur anniversaire, systématiquement, ce sont des bouquins. Et l'anecdote, eh bien, c'est que les trois ont une bibliothèque plus fournie que les parents. Donc, vous voyez, comme quoi. C'est bien, comme quoi ça marche. Merci pour ces témoignages. Oui, non, mais... Voilà, il faut inciter nos enfants à lire. C'est vrai que tenir un bouquin dans les mains, il n'y a rien de tel. Enfin, moi, je trouve, voilà. Et comme vous le disiez, Marilène, moi, je me suis retrouvée dans vos propos. Je voyage, je me mets dans le rôle d'un personnage, j'accroche sur quelqu'un et voilà. Et je balade et je découvre des pays et l'histoire. Voilà, mais c'est super. Moi, j'adore les livres. Alors, moi, dans les mains, j'ai un conducteur. Et dans ce conducteur, c'est le déroulé de l'émission en direct. Et là, l'émission, le conducteur me dit qu'il faut montrer les photos. Regardez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous croyez, Thibaut? C'est pas moi qui décide. Mais moi, j'ai des photos raccords. Regardez, photo envoyée par Jessica, qui habite à Saint-Quentin. Alors que je ne mélange pas tout, cette photo-là que vous voyez, eh bien, c'est l'orgue de la cathédrale de Laon. Et le second, eh bien, c'est l'orgue de la basilique de Saint-Quentin. Autrement dit, vous aurez compris, votre lancement est tout fait. Exactement. Orgue qui est masculin lorsqu'il est au singulier, mais qui peut être au féminin quand il est au pluriel. Tout à fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on dit les grandes orgues, tout simplement. Merci beaucoup, Anso. Merci, Marilène. Merci, on embrasse Thibaut. Christian. Oui. Salut, Christian. Bon courage pour la réduc. Marilène arrive. À tout de suite. Direction l'extérieur, on rejoint Manu en direct. À Berlaymont, Manu, vous vous trouvez avec les orgues, les grandes orgues derrière vous, tout simplement, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, on est dans l'atelier, en fait, de Daniel Decavel. Les orgues, les grands orgues, on ira les voir tout à l'heure à l'église Saint-Géry de Cambrai. Sachez, Thibaut, que Daniel Decavel, il a travaillé à la basilique de Saint-Quentin sur l'orgue. Là, pour le moment, on est en compagnie d'Alix. Alix, vous travaillez sur quoi, là, actuellement? Donc là, pour l'instant, je déforme les tuyaux. Avec le transport, la manipulation, il arrive qu'on ait des bosses qui apparaissent ici sur les tuyaux. Oui. Donc, ça peut jouer sur le son, sur l'esthétique aussi de l'instrument. Donc, on les débosse. C'est une opération délicate? C'est relativement délicat parce que les tuyaux sont relativement fins et relativement mous. Il faut y aller délicatement si on ne veut pas déformer les tuyaux dans l'autre sens. Je peux toucher? C'est en quel métal? Ici, c'est un alliage en étain plomb. On a des tuyaux qui sont avec beaucoup plus de plomb, qui sont beaucoup plus mous. Et généralement, après, sinon, c'est beaucoup des tuyaux en étain plomb. D'accord, très bien. Alors, c'est une opération que vous faites régulièrement. C'est un entretien, en fait, un peu courant, j'allais dire. Ici, le positif se déplace régulièrement. Donc, effectivement, il faut de temps en temps refaire les tuyaux qui se sont affaissés, qu'ils ont. Sinon, sur les orgues, en général, s'il n'y a personne qui va dedans, s'il n'y a pas de coups, s'il n'y a pas de pierre qui tombe dedans, généralement, les tuyaux sont en bon état. Vous êtes salarié depuis 1 an, après 3 ans de formation chez Daniel. Pourquoi avoir choisi ce métier? Je n'ai pas vraiment choisi en fait. Je suis tombé dedans un peu par hasard. J'ai travaillé beaucoup dans des grandes entreprises, des menuiseries, et ce qu'il y a, c'est que ça ne m'a pas vraiment plu. Je cherchais beaucoup plus quelque chose où c'était beaucoup plus de l'artisanat. Donc là, la facture d'orgue me permet avec... c'est comme c'est un métier où on fait beaucoup de choses différentes. On travaille le métal, le bois, c'est plus dans ce que je recherchais. D'accord, très bien. Daniel, vous avez fabriqué des orgues entièrement de A à Z?
Oui, on a fait des petits instruments. On en a fait 6 depuis 30 ans maintenant, bientôt, oui. On en a fait 6, essentiellement des orgues d'études pour des particuliers. Et on a fait un orgue de chœur pour la basilique de Charleville-Mézières. Et ensuite, on a fait un petit orgue qui ressemble au positif qui est là, mais avec une version avec pédalier dans l'église d'Avenel. D'accord. Voilà. Je parlais de la basilique de Saint-Quentin. Je me demandais s'il y avait des périodes, par exemple, est-ce qu'avec l'hiver, il faut réaccorder l'instrument? Est-ce qu'il y a des entretiens qu'on va faire courants demain, justement, à Saint-Quentin? Parce que ce qui se passe, c'est que le diapason de l'orgue change en fonction de la température. Mais certains jeux, comme les jeux d'anches, ne suivent pas. L'ensemble de l'accord qui bouge. Donc on doit réaccorder les jeux d'anches l'hiver, l'été, quelquefois même plus souvent, pour que tout soit parfaitement en accord aux différentes saisons. Donc demain, on va aller accorder à Saint-Quentin, on va y passer la journée à accorder les anches. Il y a beaucoup de facteurs d'orgue dans la région Hauts-de-France. Dans la région Hauts-de-France, déjà ici, l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, on est 4. Oui. Nous sommes 4 facteurs d'orgue, dont 3 sur le département du Nord et 1 dans le Pas-de-Calais. Ensuite, je pense qu'en Picardie, moi, je n'en connais pas. Non, après, il faut aller plus en région parisienne pour en trouver. C'est un métier qui en est où? Vous me disiez, il y avait plus d'activités il y a quelques années. C'est vraiment ça? Oui, en fait, on est tributaire de la finance publique parce que essentiellement, les propriétaires des instruments qu'on restaure sont les communes, de moins en moins les paroisses, et on est un peu tributaire de la finance publique en fonction. C'est pas toujours une priorité pour les élus. On peut le comprendre. Quelquefois, il y a même dans les églises bien d'autres travaux plus urgents que de restaurer l'orgue. Je pense que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Quand on restaure l'orgue, il faut déjà que les bâtiments soient hors d'eau. Voilà. Je comprends bien. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants. Thibaut, on va aller dans une séquence qui a été enregistrée pour les besoins de l'émission un peu en amont. C'est à Cambrai, à l'église Saint-Géry. Et puis là, on va faire l'accord de l'orgue et on va jouer un petit air de musique. À tout de suite. Merci beaucoup Manu. À tout de suite. On se rend donc à Cambrai dans quelques instants pour découvrir tout cela. On va parler des kilos émotionnels maintenant. Je grossis mais je mange pas forcément plus qu'avant. Eh bien, c'est sûrement dû à notre deuxième ou troisième cerveau, selon comment on l'appelle, parce que le deuxième cerveau, c'est souvent l'intestin. Donc le troisième, c'est les émotions. C'est souvent plus le cas chez la femme. On en parle avec Marie qui est là ce matin. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Ce stress va prendre une considération assez importante sur la ligne et sur la morphologie, notamment plus chez la femme. C'est lié aux hormones, c'est ça? Alors, bien souvent, quand on parle de kilos émotionnels, c'est des kilos qui ont été acquis sans pour autant manger plus, en fait. Donc, on va parler plutôt de la notion du stress qui va faire prendre du poids. Sachant qu'en général, quand on est stressé, on sécrète certaines hormones qui ont été prouvées justement qui favorisaient le stockage au niveau de la masse graisseuse. Donc le stress peut être lié au travail, peut être lié à la vie quotidienne, peut être lié à je sais pas moi, à diverses émotions, l'âge. Voilà, c'est un tout en un. Ça peut être lié à un stress au quotidien de la vie à la maison, d'un surmenage au niveau du travail, le tout en fait, tout accumulé, etc. Et après du coup, alors est-ce que c'est les femmes qui sont plus liées? Oui, c'est les femmes qui sont plus liées. Une femme a plus tendance à être stressée comparée aux hommes, ça c'est sûr en fait. Ça joue alors. Comment ça peut... C'est juste le corps qui se comporte différemment. Parce que si on mange la même chose en quantité habituelle et en richesse habituelle, pourquoi est-ce que tout d'un coup, notre corps réagit différemment? C'est vraiment que lui assimile pas forcément la nourriture de la même façon et la répartit mal par rapport à d'habitude? Alors, on va dire que les kilos émotionnels, en général, soit on est stressé, donc la personne va forcément manger plus en termes de quantité, d'accord? Le besoin de remplir son cerveau émotionnel au niveau digestif, donc le deuxième cerveau, parce que le premier reste quand même ici. Et donc, du coup, on va être attiré à manger des choses beaucoup plus gras, beaucoup plus sucrées, donc qui va justement nous apaiser, nous donner beaucoup plus, on va dire, un ressenti psychologique meilleur. Donc, soit c'est un problème de quantité, soit c'est un problème justement hormonal, d'accord, qui fait qu'on va sécréter des hormones qui font prendre du poids, ou la notion du stress qui va faire aussi prendre du poids. On a le stress qui fait grossir, on a le stress qui fait maigrir. Et on a un métabolisme de base, le fonctionnement du corps au repos,
qui va ralentir. Donc, c'est des personnes qui vont pas forcément manger plus, mais stocker quand même, en fait. Sauf dans le cas de la fameuse Bridget Jones, avec son pot de glace, parce qu'elle vient de se faire plus ou moins plaquer, ou c'est elle qui a plaqué son loulou, je me souviens plus trop de l'histoire, mais en tout cas, du coup, on a tendance à se venger sur de la nourriture qui n'est pas forcément celle qui fait du bien. L'alimentation réconfort qui est plutôt axée sur une base de sucre, parce que le sucre reste une drogue quand même. Et donc, du coup, ça donne envie et on sécrète des endorphines, l'hormone du bien-être, quand on va manger des choses comme ça, en fait. Alors, dans le cas où vous constatez que vous êtes sujet à ces fameux kilos émotionnels, le premier réflexe, c'est de dire je vais changer ma façon de manger et donc entamer plus ou moins volontairement une forme de régime. Tout à fait. Si le cerveau bloque, le régime, walou, il n'a aucune utilité du coup. Exactement. Alors, la plupart des personnes qu'on va retrouver en général en suivi diététique sont des personnes qui ont voilà, je mange bien, j'ai l'impression de faire attention et mon poids bloque en fait. Alors, c'est des personnes qui vont manger tout à fait sainement, normalement, voire se restreindre parce que du coup, ils trouvent que déjà en mangeant normalement, ils perdent aucun kilo en fait. Mais en fait, c'est le cerveau qui est bloqué en fait, compte. Donc du coup, la personne, elle a beau entamer tous les régimes qu'elle veut, elle ne perdra 0 ou alors très peu en général et forcément c'est démotivant. Donc du coup, il y a une restriction et au bout d'un moment, il y a une compensation. Donc ça sert à rien. C'est un effet vraiment yo-yo au fur et à mesure du temps et donc du coup, c'est un cercle vicieux. Donc il faut faire quoi ? Alors déjà, se défouler ailleurs. En principe, on va regarder est-ce que la personne mange quand même bien, parce que quand on dit manger équilibré, il faut bien voir est-ce que c'est bien réparti dans la journée, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça bloque. Est-ce que la personne mange assez aussi, parce que quand on mange pas assez, on a tendance aussi à stocker davantage. Ça, faut le savoir. Et après, il faut aller beaucoup plus loin sur l'aspect de la prise de poids, des kilos au fur et à mesure du temps, savoir comment les kilos ont été pris et est-ce qu'il n'y a pas eu un blocage psychologique. On peut faire un retour à l'enfance, comment ça s'est passé déjà depuis l'enfance, etc. Parce que bien souvent, les kilos sont ancrés depuis longtemps et le blocage est vraiment émotionnel et psychologique. Les kilos émotionnels peuvent concerner aussi les enfants ? Tout à fait, tout à fait. Par exemple, on peut voir sur l'aspect d'un enfant qu'on voit, par exemple, il a pris de poids depuis 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans ? Ça tombe, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, du coup, une sorte de jalousie. Donc l'enfant s'est un peu renfermé, il commence à prendre du poids. Il ne va pas forcément manger plus, en fait, compte, mais du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on va dire, c'est pas de notre ressort, c'est plutôt du ressort, justement, des psychologues en général. Et il faut travailler sur l'acte émotionnel, en fait. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un petit conflit, c'est varié tant que ça touche l'émotion. Voilà, ça peut être un choc émotionnel, la perte d'un parent, d'un grand-parent, etc., de quelqu'un dans la famille. Ça peut être aussi un harcèlement à l'école, aussi en général, qui fait qu'au final, l'enfant ne va pas forcément le dire, mais il va garder tout à l'intérieur. Et le fait de garder à l'intérieur fait qu'au final, on a tendance à faire des kilos émotionnels et de garder vraiment tout, en fait. Cette période de prise de poids liée au kilo émotionnel, elle peut durer combien de temps ? Elle peut durer très longtemps si la personne s'en aperçoit pas ou a vraiment un blocage de se dire non, c'est pas l'émotion. Mais comment on peut s'en apercevoir ? Parce que il faut mettre le nez dessus en fait. Il faut mettre le nez dessus parce que personne ne va dire justement c'est lié à l'émotion parce qu'on dirait que c'est pas possible de prendre du poids. Même par exemple, vous allez voir simplement votre médecin, vous dites voilà j'ai pris du poids. La personne va vous répondre arrêtez de manger, mais il y a des personnes qui ne mangent pas plus que ça en fait. Donc faut vraiment qu'une personne mette le nez dessus parce que même instinctivement quand on a des soucis psychologiques, on ne dira jamais qu'on a un problème psychologique en fait, sans pour autant être très grave. En fait. Et à l'inverse aussi, il y a des grandes saucisses, c'est comme ça qu'on nous appelle nous les grands, on va pas se leurrer. Qui dit grande saucisse ou grande cheminée, donc les grandes saucisses comme nous, souvent on mange aussi énormément et on ne grossit pas. Je parle pas de moi parce que ça y est, je commence à apprendre. Mais j'en connais d'autres qui sont, et ils peuvent manger. Ils ne grossissent pas. Est-ce que ça peut être lié aussi à l'émotion, par exemple ? Alors, plutôt à l'état de stress, en fait. Et après, à l'aspect de la dépense énergétique, ce sont des personnes qui vont dépenser plus de calories qu'une autre, en fait. Donc, c'est le métabolisme de base, le fonctionnement du corps au repos, qui est un peu plus accéléré chez les personnes comme ça. Chez la personne qui va prendre du poids sans pour autant manger plus, son métabolisme de base est ralenti, en fait. Donc, je dirais qu'il y a plus d'état émotionnel dans la prise de poids que dans l'aspect de la personne qui ne va pas prendre du poids. Qui ne va pas prendre de poids. Voilà, ça, c'est encore autre chose en fait. D'accord. Donc en fait la base c'est déjà manger bien, manger équilibré, mais c'est surtout apprendre à s'aimer parce que du coup on a beau avoir la motivation de dire je dois perdre du poids, mais si on s'aime pas vraiment proprement soi-même et si on n'a pas corrigé ce qui s'est passé peut-être depuis l'enfance ou un blocage quelque part, la perte de poids elle sera toujours compliquée. D'accord. Donc après l'idéal c'est d'avoir un suivi psychologique. Pourquoi pas faire de la sophrologie pour apprendre à se détendre aussi davantage et écouter son propre cerveau émotionnel. Et puis après, les activités physiques pour dire de
se libérer, faire du sport, aller dehors, respirer, etc. en fait. Donc en fait, la perte de poids, elle passe avant tout par un bien-être émotionnel et apprendre aussi à s'aimer. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie pour tous ces conseils. Et puis on refera une chronique sur les grandes saucisses qui prennent gentiment mais discrètement du bidon. Ça, c'est une question d'âge. C'est pas une question d'âge ? Si, c'est une question d'âge. Ah, c'est une question d'âge. Bon, ça va, ça me rassure. Merci beaucoup. Et on embrasse Julie et Céline qui nous regardent et qui viennent de m'envoyer un petit texto en disant vous regardez devant le petit-déj et elles sont en train de se baffrer justement face à l'émotion du petit-déj, sûrement. Bisous, en tout cas, les filles. Anso, peut-être quelques témoignages, sûrement, parce que ça concerne tout le monde, ces kilos émotionnels. Ah bah oui, évidemment. Ah bah oui. Justement, j'ai un témoignage de Florence qui a lu le fameux livre « Comment perdre » ou gérer, je ne sais plus le titre, ces kilos émotionnels. Elle dit ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est qu'il est dit il ne faut surtout pas se mettre en tête qu'on est au régime pour les kilos émotionnels. C'est pas les régimes qui vont les faire disparaître, hein, comme vous l'avez dit, Marie. En effet, hein, il faut chercher un petit peu leurs origines. On a Justine qui nous a envoyé un petit témoignage. J'ai toujours été une ado ronde et puis suite à une dépression, bien, je suis montée jusqu'à 83 kilos. Ensuite, avec une nutritionniste, j'ai un peu joué au yo-yo, 75, 65, 57 kilos. Là, je suis en phase de stabilisation à 69, mais j'ai surtout compris que je mangeais par compulsion quand ça n'allait pas. Et donc, elle fait des périodes de restriction et à l'inverse des périodes de carnage, d'où les fameux yo-yo. Donc, elle a dit, j'ai décidé de dire stop à tous les aliments interdits, c'est-à-dire que maintenant, pour elle, ils ne sont plus interdits. Et comme ça, eh bien, elle en mange de temps à autre, sans culpabilité. Et elle dit que ça va beaucoup mieux dans sa tête depuis qu'elle ne fait plus cet aspect régime sévère où je me prive de tout ce que j'aime. Alors après, ce qui marche aussi, alors c'est vrai que plus on interdit un aliment, plus au final, la personne en a envie. C'est un peu comme les enfants, plus on dit non, plus les enfants vont y aller. Donc moi, ce que je dis aussi en général à mes patients, c'est qu'au final, il n'y a rien d'interdit. Parce qu'il n'y a rien qui fait grossir ni maigrir, c'est une question de quantité. Comme on a déjà dit, on peut grossir avec des haricots verts et maigrir avec du chocolat. Donc si on interdit quelque chose à une personne, du coup, forcément, de l'aliment interdit va devenir vraiment hyper permissible, en fait. Donc, vaut mieux se dire, on peut le manger et la personne, elle est moins frustrée. Et dans ces cas-là, elle va moins compenser. Très bien. Merci. Après, juste pour finir, ce qui marche aussi très bien, c'est l'hypnose. On en parle de plus en plus. La psychologie, c'est très bien. L'hypnose en complémentation, c'est aussi super parce que du coup, ça permet de travailler sur l'inconscient et le conscient. Donc, ce qui permet justement de travailler sur les choses un peu plus profondes, en fait. Ok. Donc, l'hypnothérapie. Bon. Merci Marie, merci beaucoup. Merci Enso pour ces témoignages. Bon. Je suis obligé d'accélérer, on doit aller voir Manu. Non, on va aller voir Manu. Bon, bah pas photo alors. Mais on les garde pour après. On les garde pour après. Oui, bah, parce que je voulais vous montrer un orgue d'enfer. Bon, bah allez-y. Regardez, hop là, regardez. Oui. Alors, vous le mettez plein pot, les petits loulous, c'est un cavaillé-colle qui date de 1876. Il est classé monument historique. Il a 1142 tuyaux d'une longueur de 5 cm à 5 mètres. Le facteur d'orgue qu'il entretient vient de 3. C'est un passionné comme les invités de Manu ce matin. C'est l'un des derniers restants dans son état initial. Et devinez dans quelle petite commune il est. Un téléspectateur dont le prénom commence par un L. Allons. Voilà, il est à Long, où Lionel, eh bien voilà, il dit j'ai pas résisté. Eh ben vous avez bien fait, Lionel. Merci, voilà, quand Lionel. il y a de telles belles choses dans notre région, faut les montrer. Merci beaucoup. Allez, on file à Cambrai retrouver Manu, petite séquence enregistrée où on va jouer de l'orgue. C'est parti. Oui, on est à l'église Saint-Géry de Cambrai. Daniel est en train de faire l'accord. Alors regardez, on va écouter plutôt ce que ça donne. Il y a Jean-Michel qui est organiste ici à l'église de Cambrai, Saint-Géry, qui est en dessous, à l'étage d'en dessous. Et Daniel, lui, est en train d'accorder. Alors Daniel, comment on fait pour accorder les tuyaux? Daniel, comment on fait? Comment vous pratiquez? Alors, on pratique, en fait, on écoute... On a un jeu de référence qui est déjà accordé. Ce jeu de référence, on sélectionne aussi le jeu à accorder et on accorde le jeu à accorder sur le jeu de référence. Et on se base sur un phénomène acoustique qui s'appelle le battement. C'est-à-dire que si on écoute bien, quand on accorde, on entend une ondulation. Et cette ondulation, il faut qu'on la supprime pour être parfaitement, les deux fréquences soient concordantes. D'accord, montrez-moi un tuyau. Est-ce que vous faites avec ce tuyau?
Alors si je prends ici le tuyau ici qu'on va accorder, en fait, la partie sonore est matérialisée. C'est cette languette ici qu'on met en vibration. Plus elle est courte, plus le son sera aigu. Plus la longueur qu'on met en vibration sera longue, plus le son sera grave. Donc en fait, nous, on vient, par l'intermédiaire de cette rasette, on vient mettre parfaitement à sa place pour que les deux timbres, les deux sons soient donc concordants. avec les baguettes en métal que vous avez, vous poussez ou vous tirez sur la rasette, c'est ça? Exactement. Donc c'est une simple tige avec un petit crochet pour des questions de commodité, bien à la caméra. Pouvoir travailler comme ça en fonction de la disposition, et ça nous permet comme ça d'accorder. Bah, je vous propose de continuer de finir l'accord avant qu'on aille jouer un morceau en compagnie de Jean-Michel. D'accord. Bon. Voilà le jeu, la voix humaine a été accordée par Daniel. On va jouer un morceau en compagnie de Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors vous êtes organiste ici, titulaire à Cambrai. Vous êtes également titulaire dans d'autres lieux. Quels sont-ils? Alors tout à fait. Je suis organiste titulaire de cet orgue de Saint-Géry depuis 1981. Je suis organiste titulaire aussi d'un grand instrument à la basilique de Saint-Quentin depuis 2009 et aussi depuis 1 an maintenant d'un orgue qui vient d'être restauré à la basilique de Liesse. Alors ça consiste en quoi être organiste titulaire? Vous jouez à chaque fois dans ces paroisses-là ou alors vous êtes à plusieurs pour organiser, et vous organisez la maintenance des orgues, c'est ça? Alors mon poste principal est donc à Saint-Quentin, qui est un lieu important. Et là, j'y suis quasiment tous les dimanches. Pour les autres lieux où je suis titulaire, une équipe d'organistes est en place et assure les offices chaque dimanche. Ensuite, ma responsabilité de titulaire consiste aussi à veiller à l'utilisation, à la bonne utilisation de l'instrument et à la maintenance de l'instrument, son entretien, et aussi à son rayonnement culturel. Très bien. On essaye le jeu qu'a accordé Avec plaisir. Daniel. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas une fausse note. Hein, Il y a un cordement. Comment? Un petit cordement. Ah, donc une petite réparation, un petit accord à faire encore. C'est surtout l'humidité, l'hiver, les orgues souffrent un peu quand même. Très bien. Vous êtes également professeur d'orgue à Cambrai. Il y a, vous me disiez, il y a pas un engouement, mais il y a quand même pas mal d'élèves qui viennent faire de l'orgue. À quoi c'est dû? L'engouement vient du fait qu'ici à Cambrai, notre directeur Jean-Pierre Huyard a mis en place la présentation des instruments dès l'âge de 6 ans en classe découverte. Très bien. On termine en musique. Et puis on se retrouve dans quelques instants chez Daniel Decavel à Berlaymont. Majestueux, merci beaucoup Manu pour ce petit moment d'orgue, de l'orgue à l'accordéon. Il n'y a qu'un pas, direction maintenant l'Aisne, juste à côté de Guise et de la Capelle, à la Neuville-les-Dorins précisément. On va vous présenter Bernadette et Jean-Claude. Vous allez voir ce petit couple, ils sont hyper attachants parce qu'ils nous parlent avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection de ce fameux thé dansant du dimanche après-midi. Ça se passe là-bas, c'est un extrait des Gens des Hauts, préparé par Juliette François et Didier Capelman. Ça vaut le détour, regardez. Et thé dansant, c'est quelque chose qu'on a découvert au moment de la retraite. Vous avez la valse, vous avez la marche, le twist, vous avez le cha-cha-cha, vous avez le... Rock'n'roll. C'est un sport quand même. D'une part, pour s'épanouir, ça nous permet de se costumer, rencontrer un public divers et varié. Vous avez la musique dans l'oreille qui vous pousse à vous mettre sur la piste. Vous excite, c'est une excitation. Quand il est venu me chercher pour la première fois, j'avais accepté. Et la deuxième fois, je lui ai dit non. Et un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as dit non? J'ai dit, j'ai trouvé que tu étais trop jeune. Voilà. Et puis après... À l'issue d'un tango, on a réussi à conclure.
Messieurs, dames, bienvenue au lever du jour. Bienvenue aux gens des Hauts-de-France. Donc je remercie bien sûr le club de Marly-Gaumont. Marly-Gaumont, où est Camini? Vous connaissez Camini? Eh bien voilà, le club est là. Bienvenue également à nos amis danseurs. Bonne à maison, merci. Tout gamin, quand j'allais dormir chez mes grands-parents, mon grand-père se levait le matin et mettait l'accordéon. Et franchement, j'ai adoré l'accordéon. Je suis pâtissier de métier, tous les gâteaux qui sont faits ici sont faits sur place. Et la patronne qui est autodidacte au niveau de la restauration, qui pratique depuis 28 ans. Même si on n'a pas d'étoile, la seule étoile que j'ai actuellement, c'est la patronne. On a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde depuis ces années, des gens qui sont arrivés avec un petit problème de santé, si ce n'est pas un gros. Dernièrement, une dame m'a dit, mais vous savez, depuis le temps qu'on vient chez vous, eh bien, le problème de santé s'est effacé. Comme je dis aux gens, on avait une épidémie avant que vous arriviez. Il y avait l'épidémie simplement du sourire et vous l'avez tous attrapé. Si on commence à toucher un petit peu aux retraites des anciens, c'est clair qu'on risque peut-être de voir disparaître notre clientèle. Les personnes âgées ont besoin de se divertir, ont besoin de sortir, ont besoin de voir du monde. On danse tous ensemble sans aucun problème, sans aucune remarque de qui que ce soit. Et ici, la gaguette de Thérèse et Eric, il n'y a pas mieux dans le secteur. D'ailleurs, je me demande même si, au niveau sécurité sociale, on ne pourrait pas avoir un petit cachet, nous, les organisateurs, puisque les gens repartent chez nous en pleine forme. Et ça devrait être remboursé par la Sécu comme ils l'ont dit. Merci beaucoup pour ce beau petit reportage. On va refaire une petite parenthèse maintenant avec le Téléthon. Vous l'avez peut-être suivi ce week-end. Vous avez vu que le score est quand même excellent, 69 millions d'euros récoltés, mais c'est pas assez. Voilà. Alors du coup, on s'était dit qu'on allait vous montrer cette petite vidéo parce que exceptionnellement, le 36-37 est encore ouvert jusqu'à vendredi soir. Voici les meilleurs moments du Téléthon. Vous allez voir qu'on a progressé et ça se sent dans ces témoignages et ce petit reportage en images assez émouvant. Je vous préviens, regardez. On veut guérir nos enfants, on veut qu'ils aient une vie meilleure. C'était la mission de ma vie. Ça fait 3 ans, sans transfusion, parce qu'avant c'était tous les mois aussi. Du coup, c'est une nouvelle vie. Qu'est-ce que j'ai la chance de participer à ça. Ça a changé notre vie. Depuis le traitement, c'est un petit garçon en fait tout nouveau. Donc merci la recherche. Je me sens très bien, c'est comme si je n'avais jamais été malade. C'est loin maintenant dans ma tête. Avant, j'étais tout le temps à l'hôpital et maintenant je peux faire ce que je veux. De l'avoir vu grandir, guérir, évidemment c'est un plaisir, une fierté. Ça fait 17 ans que je repose à lui et que je me dis que je survis grâce à lui. Là, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas utilisé mon fauteuil roulant. Je suis plus du tout limitée dans mes déplacements. Je peux marcher plusieurs heures d'affilée. J'ai une chance énorme, donc j'aimerais que tout le monde ait la même chance que moi. Je vois que Mélissa a réussi à avoir une injection et je remercie toute l'équipe, tous les chercheurs et pour Mélissa et pour les enfants à venir après. Je me sens très bien, je suis en forme et j'ai beaucoup d'espoir que ce traitement marche. Je ne pensais pas être la première au monde. Et le V de victoire et je suis de tout cœur avec vous. On a envie effectivement d'espérer. On a un petit côté, une petite lumière derrière nous qui nous dit que ça pourrait être notre tour dans pas si longtemps que ça. Ces images-là, en fait, la maman que je suis en arrivée pendant tant d'années, vous nous avez aidé à faire des pas de géant. Il faut continuer pour tous ceux qui attendent. Laurence Thiénot, Herman, ému évidemment. Ce tournant, c'est un tournant pour ce Téléthon 2018, donc on peut continuer encore à donner 36-37 jusqu'à vendredi soir exceptionnellement. N'hésitez pas si vous avez été sensible à cela et à vous dire que ce petit geste-là compte énormément pour la recherche et pour faire avancer la maladie. Anne-Sophie, on va se quitter avec des... On pourra même refaire une piqûre de rappel demain, hein, puisque demain on va parler des déductions d'impôts. Eh ben exactement, très bien. Quand on soutient le Téléthon, voilà, il y a une belle partie qui est enlevée des impôts. Allez, les thèmes de demain, eh bien on parlera de pâtes de Noël sans jouer avec nos collègues de France Bleu. Notre notaire nous parlera donc des déductions d'impôts qu'il est possible de faire. Et dans la rubrique bien-être, le vinaigre et les huiles parfumées, ça sent Noël, le bien-être avec Hubert. Eh ben, merci beaucoup Enzo. Allez, quelques petites photos parce que je vois qu'il y en a plein qui attendent et des photos de Noël notamment. Allez-y.
Ah ben oui, on a Samuel qui habite Gouzeaucourt dans le Cambrésis qui nous a envoyé quelques petites photos. Alors je vais très vite passer la première parce que j'imagine que c'est sa maison la nuit. Et puis on continue avec le petit sapin qu'il a fait dans son jardin. Il dit ça piquait ce matin, il faisait -3. Alain, lui, fait des balades vivifiantes pendant 9h50 sur la plage du Touquet, mais nous envoie des photos. Et puis je voudrais terminer avec Bernadette qui a pris en photo le ciel bleu de ce matin du côté de Capinghem ou Prémec. Je ne sais plus très bien où elle habite. Et elle dit, voilà, du ciel bleu, ça fait du bien. J'en ai d'autres, mais je les garde pour demain. Eh ben, très bien. Il y a la blinde. Hein. J'ai plein d'endroits à vous faire découvrir de la région. Merci Anso, je vous embrasse. À demain matin. À demain. Le mot de la fin avec Manu. Le mot de la fin avec Manu. Oui, on qui est en termine direct en ce matin avec musique, les Thibaut. grandes orgues. Alors Daniel, merci de nous avoir accueillis. Pardon, merci de nous avoir accueillis, Alix également. On termine en musique, Daniel. Demain, nous irons à Carvin. On ira voir la chef pâtissière Véronique Delaby qui a changé de vie. À demain. Allez-y, Daniel. Oui, bon, là, on est en train d'essayer. Je ne suis pas organiste, je suis facteur d'orgue. Montrez-nous quand même, vous savez faire quelques accords. Montrez-nous avec le deuxième jeu. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, à demain Thibaut. À demain Manu, merci beaucoup. Juste la météo, pas besoin de mettre les cartes, il fait beau cet après-midi, mais très froid. Voilà, très froid et ça va continuer jusqu'à vendredi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, Adrien Fourmeau, champion de France junior des rallyes et l'invité de Virginie Demange pour Vous êtes formidable, parce qu'il est formidable justement. Nous, on se retrouve demain à 9h50. Merci à tous.